le travail de leurs prédécesseurs. Parce que les premiers nationalistes, vous allez le voir, ont survécu, se sont opposés, ils ont payé ça de leur vie. Alors la chanson que vous écoutiez tout à l'heure, en début de programme, en guise d'intro, c'est celle de Charlie Wanjepe qui rendait un hommage à Douala Mangabel. Alors je vous ai donc promis la semaine dernière que nous en parlerons. Alors nous sommes en plein dans la célébration des anniversaires, la commémoration. Hier déjà, le 13 juillet, nous commémorions un autre anniversaire qui était celui de la suppression de l'UPC. Parce que l'UPC avait été dissoute le 13 juillet 1955. Donc hier, ça faisait, si mes souvenirs et les calculs sont exacts, ça faisait 65 ans que l'UPC avait été dissoute et que ses leaders avaient été contraints d'opérer à partir de la clandestinité. Alors aujourd'hui, nous sommes le 14 juillet, c'est la fête nationale en France, mais ça correspond à un autre anniversaire pour les Camerounais. Rappelez-vous, je vous disais l'autre jour que les Allemands avaient signé avec les chefs côtiers, les chefs Douala, le 12 juillet 1884, le traité germano-douala. Mais ce n'est que 2 jours plus tard, c'est-à-dire le 14 juillet 1884, il y a exactement 135 ans aujourd'hui, que le drapeau allemand a commencé à flotter sur la ville de Douala. Alors la ville de Douala qui, à l'origine, s'appelait Cameroon Town, par les Anglais. Parce que s'il est vrai que les Anglais n'avaient pas manifesté, pour ce qui est du Cameroun, ils n'avaient pas manifesté de velléité coloniale, c'était la puissance dominante. C'est-à-dire que depuis 1827, ils avaient déjà obtenu des chefs traditionnels Douala la concession d'une base militaire navale située sur l'île de Fernando Po. L'autre jour, je vous expliquais comment la première école avait été à Bimbia. À Bimbia, qu'il ne faut pas confondre avec Biba, parce que Biba, c'est un village pas loin de Bolova. On va revenir pour ceux qui regardent Paul Martin Samba. J'en parlerai tout à l'heure. Mais je vous disais donc que la première école avait été inaugurée le 21 avril 1845 par Joseph Merrick, un pasteur jamaïcain. Mais c'est que les Anglais avaient déjà, dès 1827, obtenu la concession d'une base militaire navale dans l'île de Fernando Po, sur les côtes de Douala. Mais ils n'avaient pas manifesté de velléité de colonisation. Parce que, disaient-ils, selon eux, il n'y avait rien à tirer du Cameroun. Et les chefs traditionnels Douala, entre eux, donnaient souvent l'impression d'aller à contre-courant. Lorsque les Allemands arrivent au Cameroun, les chefs les chefs traditionnels Douala se chamaillaient entre eux parce qu'ils tenaient à leur position, qui leur conférait un certain privilège dans le rôle d'intermédiaire qu'ils jouaient entre les colons et les Camerounais de l'intérieur, pour ce qui est notamment la traite de l'esclavage et l'écoulement d'autres produits comme les noix de palme, café, etc. Mais toujours est-il dit que quand les Allemands arrivent au Cameroun, il y a une autre délégation des chefs traditionnels Douala qui a envoyé vers la reine Victoria des émissaires pour que la reine Victoria prenne le Cameroun comme protectorat anglais. La reine Victoria va envoyer un émissaire qui s'appelle Sir Edward Hewlett. Mais Hewlett arrive au Cameroun très tard parce que dès le 12 juillet 1884, il y a un autre groupe de chefs traditionnels Douala qui a déjà signé un traité germano-douala, faisant donc du Cameroun, de fait, ce protectorat allemand. Et ce n'est que le 14, 2 jours plus tard, donc ça fait exactement 135 ans jour pour jour aujourd'hui, que le drapeau allemand a flotté pour la première fois sur Cameroon Town, qui était le premier nom de la ville de Douala. En tout cas, le nom donné par les colons. Mais les Anglais s'occupaient plutôt du commerce. C'est le business qui les intéressait. Ils n'avaient pas, encore une fois, manifesté l'intention ou des prétentions de s'installer. Même s'ils avaient, comme je le disais en début de programme, acquis la concession d'une base militaire dans l'île de Fernando Po. Alors, l'histoire de Douala Mangabel va commencer à partir de là. Parce que je vous signale, le 8 août prochain, ça va faire 105 ans que Douala Mangabel est mort par pendaison. Mais ça va également faire 105 ans qu'un autre nationaliste dont on ne parle pas beaucoup, Paul Martin Samba, est aussi mort par... lui, il a été fusillé, il a été tué par fusillade. Mais je vais venir parce que
l'histoire des deux hommes se télescope et s'entremêle un tout petit peu. Alors, on va commencer dans l'ordre. Alors, Douala Mangabel est né vers 1873. Son père s'appelait Mangandoumbe et sa maman s'appelait Tomedi Moisseau. Mais il aimait, il disait à qui voulait l'entendre qu'il était, avant d'être le fils de Mangandoumbe, qu'il était d'abord le fils de Lobendoumbe, Lobendoumbe, qui était son grand-père. Son grand-père, mais chef supérieur, quatrième chef supérieur de la dynastie des Bel. C'est une dynastie très très puissante, tous les savoirs vous diront. Les Bel étaient au niveau du plateau Jos, ce qu'on appelle aujourd'hui Bonanjo, et les Jos comprennent, quand on dit le roi des Bel, là-dedans on a les Bonamandonais, on a les Bonapriso, on a les Bonandombé. Mais on peut aussi y ajouter des Bona Ekambi. Parce que quand on parle de Bonapriso, un vrai Douala ne dit jamais Bonapriso, on dit Bonapiso, parce que c'est une déformation coloniale. Quand on a inventé le Ngondo à l'époque, le Ngondo qui était un conseil de guerre, avant de devenir ce qu'il est devenu, c'est-à-dire un folklore, le Ngondo était un conseil de guerre, et quand on prenait des décisions, on les exécutait immédiatement. Si par exemple, au cours du Ngondo, qui est comme un tribunal de guerre, on disait voilà, on va vous exécuter à minuit vous êtes exécuté, mort, enterré. Alors l'histoire va venir, quand je vous parle de Bonapiso, l'histoire va venir de ce qu'il y avait dans la famille des Bel, quelqu'un qui s'appelait Bojongo, qui n'écoutait pas, enfin c'était d'abord Mbedi qui n'écoutait personne, et lors d'un conseil de guerre de Ngondo, on va décider de l'expulser de l'autre côté du fleuve. Le fleuve qui va porter son nom. De l'autre côté du fleuve. Qui va s'appeler Bonaberi. Mais en réalité, ça ne s'appelle pas Bonaberi, ça s'appelle Bonambedi, chez Mbedi. Alors, devant cette expulsion, son frère, Bojongo, par solidarité, va dire, mais si vous expulsez Mbedi, moi aussi je m'en vais. Je vais quitter le plateau Dios, je vais quitter Bonanjo, ce qui veut dire chez les éléphants, je m'en vais, je vais aussi ailleurs, par solidarité et protestation pour mon frère Mbedi. Ce que les Blancs appellent Bonaberi, en fait c'était Bonambedi. Donc Bojongo va aussi aller s'installer chez lui. Alors ils avaient une autre petite sœur qui s'appelait Ndale. Alors Ndale avait la particularité, c'est très intéressant pour les amis qui parlent du tribalisme, Ndale ne sortait qu'avec les gens de l'Ouest, et les Bamileke qui venaient faire du commerce. Et pour les Sawa, c'était inacceptable qu'une princesse, de rang princier, on appelait ça le sang bleu, puisse commencer à sortir avec des Bamileke qui venaient, des commerçants qui venaient comme ça, vendre des chèvres et tout. Donc, on va lui demander de quitter le plateau de Jos. Et elle va aller aussi là, sur la route de Limbe, elle va créer sa ville, qui va s'appeler Bonandale, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et je vous explique tout cela pour expliquer le lien entre les Bonandoumbé, les Bonambedi, ce qu'on appelle Bonaberi, et les Bonamandonais. Vous allez voir que c'est très important pour la suite de la narration. Alors, c'est à partir au lendemain de la signature du traité Germano-Douala, intervenu le 12 juillet 1884, que Rudolf Douala Mangabel va s'envoler pour l'Allemagne. Il a 19 ans. Il a fait des brillantes études scolaires au Cameroun, etc., des études primaires, j'allais dire. Il s'envole en Allemagne. Il va d'abord être inscrit au lycée de Allen. Alors, Allen s'écrit 2-A-L-E-N. Et ensuite, major de sa promotion, il va à l'université de Bonn. C'est pendant qu'il est là-bas, en 1897, qu'il apprend la mort de son grand-père. Son grand-père avec lequel il était très très lié, Ndoumbé Lobé. Qui ce grand-père qui le prenait les soirs, lui contait des histoires, des guerriers Sawa, des gens qui ne renonçaient jamais, qui ne pliaient jamais devant l'adversaire, etc. Il était très lié, plus lié à son grand-père, Ndoumbé Lobé, qu'à son père, Mangandoumbe. Donc, son grand-père va mourir pendant qu'il est en Allemagne. Donc, il finit ses études à Bebrayo, il revient à Douala, et il est juriste de formation. Il a fait des études de droit. Donc, il va travailler comme auxiliaire de justice dans l'administration coloniale allemande.
Et ce faisant, son père va mourir. Son père va mourir en 1908. Mais c'est en 1902, sous le règne de son père, que Douala va reprendre son ancienne appellation. Parce que immédiatement après la signature des accords, enfin le traité Germano-Douala, le 18 juillet 1884, les Allemands vont changer le nom de Douala, qui était de Cameroun Town. Douala va s'appeler Camerounstadt. Alors si vous avez fait un peu d'allemand, vous savez que Stadt, c'est une ville. Donc Camerounstadt, en lieu et place de Cameroun Town. Donc c'est en 1902, sous le règne de Manga Ndoumbe, qui est le papa de Mangabel, que Douala va reprendre son nom d'origine et qui va reprendre son appellation d'origine de Douala. En 1908, il meurt. C'est tout naturellement que Rodolphe Douala Mangabel va succéder à son père, devenant le 6e chef supérieur de la puissante dynastie des Bels. Encore une fois, là-dedans, on va retrouver, quand on parle des Bels, on va retrouver les Bonamandonais, on va trouver les Bonapriso et on va retrouver les Bonandoumbe. Mais accessoirement, on peut y émettre les Bonaïkambi. Mais ça, c'est un autre débat. Il va exercer parallèlement à ses fonctions de roi, Kimbel, comme on l'appelle, 6e de la dynastie. Il va exercer ses fonctions avec celles d'auxiliaire judiciaire au sein de l'administration allemande. Alors, en 1910, c'est-à-dire 2 ans après la cession de Mangabel au trône, les Allemands, le gouverneur allemand à Douala, Theodor Setz, va lancer un projet. Ce projet s'appelle le Gros Douala. Et ils disent Die Groß Cameroun. C'est-à-dire qu'ils ont l'intention de faire de Douala le plus gros port de la ville, la plus grosse ville portuaire de toute l'Afrique subsaharienne. Alors pour cela, on va demander aux Douala de déguerpir. On leur demande la cession de leur lieu traditionnel d'habitat. Pardon. C'est-à-dire ils doivent quitter le plateau Jos pour aller dans de nouveaux quartiers, des quartiers que les Allemands vont créer comme ça, empruntant les anciens noms. On va trouver par exemple Nubel, Nudaido, Nuakwa, etc., etc. Alors, Douala Mangabel, qui est aussi juriste de formation, il va protester avec la plus grande véhémence. Il va dénoncer ce projet qu'il qualifie de projet d'apartheid, de projet scélérat et de projet ridicule. Et il va appeler les autres chefs traditionnels à s'opposer à la réalisation de ce projet. Il va faire feu de tout bois. Il va envoyer des émissaires contacter d'autres puissances. Il va envoyer des gens en Grande-Bretagne. Il va envoyer des gens en France et en Allemagne. En Allemagne, il va envoyer son homme de main et ce secrétaire qui s'appelle Ngosodin. Ngosodin arrive là-bas. Le dossier de Douala Mangabel est très bien ficelé. Et le roi allemand, parce qu'à l'époque c'était un royaume, va suspendre les financements destinés à ce projet, destinés à la réalisation de ce projet. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va également envoyer à travers tout le pays, dans différents royaumes du Cameroun, des émissaires pour se rallier à sa cause. Mais Afumban, le roi des Bamoun Njoya, va s'opposer, va lui indiquer une fin de non-recevoir. Parce qu'il lui gardait déjà pour le fait que les Douala avaient signé un traité Germano-Douala sans demander l'avis des autres chefs à l'intérieur du pays. Alors le roi Njoya va lui dire, écoutez, de façon subtile, il dit que c'est bien fait pour votre gueule, mais il va lui dire ça en des termes diplomatiques, voilà, les Allemands sont nos maîtres et nous faisons ce qu'ils nous demandent de faire. L'autre jour, je vais vous expliquer ici comment les Allemands avaient pacifié tout le Cameroun, mais le seul endroit qu'ils n'avaient pas pacifié était chez les Bamoun. Parce que le roi Njoya était un fin diplomate négociateur, et il était très subtil, donc il n'avait pas opposé résistance, mais il avait plutôt conclu des accords avec eux. Et puis c'est de cette époque que la réputation de traître va peser sur les Bamoun.
Parce que les Sawa vont se rappeler que c'est le roi Bamoun qui a refusé d'apporter les... Mais ça, c'est un autre sujet. Je reviendrai dessus plus longuement. Douala Mangabel, pour avoir contacté des puissances étrangères, va être jugé. Mais avant d'arriver là, il va appeler d'autres chefs, comme le roi Locke, de Bonabéry. Rappelez-vous que les Bonabéry, je vous ai expliqué tout à l'heure, sont partis du plateau d'Os, dont ils sont parentés. Je vous ai raconté cette histoire de Bonabéry. Il va contacter le roi Locke de Bonabéry. Il va aussi contacter le roi Elamé de Jos. Et tous vont se dresser contre ce projet. C'est dans cette foulée que Douala Mangabel va être pendu le 8 août 1914. Mais avant d'être pendu, il va maudire les Allemands. Il va dire, vous allez verser mon sang sur la terre de mes ancêtres. Les Allemands ne resteront jamais au Cameroun. Ça sera un peuple maudit et qui connaîtra un malheur. Ça, nous sommes en 1914. Le 4 août 1914, jour de la pendaison de Douala Mangabel. Parallèlement à Douala Mangabel, il y a eu Paul Martin Samba. Je vous ai prévenu que leurs histoires s'est croisées. Et ça se ressemble d'ailleurs. Paul Martin Samba, lui, et par ses parents, il est originaire de Biba. Alors Biba, c'est dans l'arrondissement des Bolova. Mais ses parents vont émigrer. Ils vont aller s'installer dans les environs de Créby. Et c'est des passages à Créby qu'un Allemand va le remarquer, va le prendre à son service, va d'abord l'amener à Boya, et ensuite va l'amener en Allemagne. Alors Martin Paul Samba arrive en Allemagne, il va faire 3 ans d'études, des études classiques, et au terme de ces études classiques, où il parle parfaitement l'allemand, il a décroché des diplômes, il va à l'académie militaire. Nous sommes sous Guillaume II en Allemagne. L'Allemagne est un royaume. Il sort au terme de 3 ans de formation, c'est-à-dire il a fait 6 ans au total, 3 ans d'études classiques et 3 ans de formation militaire. Il va sortir de l'académie militaire avec le grade de lieutenant. Il se met au service du roi Guillaume II et quand il part de là, pour le Cameroun, il a le grade de capitaine. Capitaine en allemand, ça se dit Hauptmann. Le roi, selon la légende, ce n'est pas vérifié, mais cette version d'histoire que je vous livre là a été colportée de génération en génération. Il aurait été porteur d'une lettre du roi Guillaume II à l'intention des autorités coloniales allemandes au Cameroun pour qu'il prenne la place du gouverneur. Le gouverneur allemand à l'époque s'appelait Frankfurt-Kramer. Et il était donc question que Paul Martin Samba prenne sa place. Mais au cours du voyage, ses compagnons de voyage lui ont volé ses papiers et toutes les lettres de recommandation du roi allemand. Donc quand il arrive au Cameroun, il ne peut pas prendre la place du gouverneur colonial. Mais qu'à cela ne tienne, il va parcourir le Cameroun. Comme officier allemand, il va pacifier les zones parce que tous les chefs traditionnels se sont soulevés contre le règne allemand qu'il qualifie d'imposture. Parce que rappelez-vous que le traité Germano-Douala ne concerne que les Allemands et les Douala, pas les autres Camerounais. Donc, quand il revient au Cameroun, nous sommes en 1895, c'est-à-dire que vous voyez que son retour au Cameroun est antérieur à celui de Douala Mangabel, parce que Douala Mangabel est en Allemagne lorsqu'on lui annonce la mort de son grand-père en 1897. Or, dès 1895, Paul Martin Samba, lui, est déjà rentré au Cameroun. Donc, quand il arrive au Cameroun, il trouve cette situation où tout le monde s'est soulevé. Il va parcourir tout le Cameroun pour les pacifier, mais en tant qu'officier allemand. On dit d'ailleurs que c'est lui qui crée la ville de Nkonsamba. Nkonsamba qui signifie la ville de Samba, mais qui signifie aussi la ville aux 7 collines. Voilà l'œuvre de Paul Martin Samba que les plus jeunes de nos compatriotes ne savent pas. Donc Konsamba aurait été créé par Paul Martin Samba, et Konsamba signifie la ville de Samba tout simplement, ou aussi la ville aux 7 collines. Quand la France va entrer en guerre avec l'Allemagne, Paul Martin Samba, qui est de Bolova, va faire parvenir une missive confidentielle au gouverneur français, gouverneur résident français à Brazzaville, pour lui dire sa disponibilité, pour lui faire ses offres de service.
et combattre l'Allemagne. Mais cette lettre n'arrivera jamais à destination. Elle sera interceptée par le gouverneur allemand résidant à Ebolova. Ce dernier va faire arrêter Paul-Martin Samba. Lequel Paul-Martin Samba, après 35 jours, va être exécuté. À Douala, c'est-à-dire à Douala, le même jour que Rodolphe Douala Mangabel est mort par pendaison, Paul-Martin Samba, lui, il est mort par exécution, c'est-à-dire un peloton d'exécution, etc. Mais la légende raconte la chose suivante. C'était quelqu'un de très fier, Paul-Martin Samba, qui n'avait pas peur de la mort, un grand nationaliste. Il va demander aux Allemands de ne pas l'attacher, de ne pas lui bander le visage. Il va de lui-même aller, il va s'avancer vers le peloton d'exécution. Et au moment où les Allemands tirent, il va sortir un mouchoir blanc. Et les balles vont le louper. Et la scène va se passer, si vous regardez dans les archives de l'histoire africaine à Berlin, vous allez retrouver ce que je vous raconte là. Passage que moi-même je ne savais pas jusqu'à très récemment en consultant ces archives qui ont été déclassifiées. C'est volontairement qu'il va remettre ce mouchoir dans la poche et il va leur dire « Tirez, je n'ai pas peur de la mort ». Mais ses derniers mots avant de succomber, c'est « L'Allemagne n'aura pas le Cameroun ». Ce qui rejoint un peu ce que disait Douala Mangabel à Douala, qui disait l'Allemagne ne restera jamais au Cameroun. Ça sera un peuple maudit et qui sera poursuivi par le déshonneur. Là, nous sommes en 1914. Mais les Allemands ne vont jamais rester dans ce quartier. Les Douala, d'ailleurs, ne vont pas aller dans ces quartiers secondaires qu'on va créer. Les Nubel, Nudaido, etc. Parce que 2 ans après la pendaison de Douala Mangabel, l'Allemagne va perdre la Première Guerre mondiale et va quitter le Cameroun. Alors, les amis, nous allons prendre une petite pause. S'il y a des questions, je les prendrai et nous allons revenir sur l'actualité. Mais je vous avais promis que nous reviendrons sur cette partie de notre histoire parce qu'aujourd'hui, ça fait exactement 135 ans que le drapeau allemand flotta sur la ville de Douala pour la première fois. Douala, Cameroun Town, devenu Camerounstadt, et ensuite a retrouvé son nom originel qui était la ville de Douala. Voilà. Donc... Mais le 13 juillet 1955, l'administration coloniale française avait interdit et dissous l'UPC. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ce sont nos propres compatriotes qui avaient poussé à cette dissolution. Et je parle d'André Marembida, qui avait été le tout premier ministre camerounais du Cameroun autonome. Une fois que l'UPC avait été dissoute, lui il avait repris à son compte le programme de l'UPC, avant de se fâcher avec ses amis français, puisqu'il votait au BDC, parti qu'avait créé lui Paul Djoula. On retrouvait 2 collèges électoraux. Le premier collège au sein duquel votaient les colons et le deuxième collège au sein duquel votaient les indigènes qu'on appelait les émancipés. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui avaient été à l'école européenne, qui s'habillaient comme eux, qui pouvaient tenir conversation et qui pouvaient tenir le couvert à table. Donc j'avais promis de revenir sur ça. Donc hier, c'était le 65e anniversaire de la dissolution de l'UPC. Et aujourd'hui, ça fait exactement 135 ans que le drapeau allemand a flotté pour la première fois à Douala, devenu Camerounstadt, au lendemain des accords, enfin du traité germain de Douala. Donc voilà ce dont nous avons parlé en première partie du programme, si vous venez seulement de nous joindre. Alors nous revenons sur l'actualité. Parce que vous savez qu'on ne peut pas comprendre l'histoire de notre pays, l'actualité et même l'avenir si on ne fait pas un tour en arrière. Car les mêmes causes produisent inexorablement les mêmes effets. Je voyais hier, quelqu'un me parlait de l'avocat d'Aïdjo. Vous savez, lorsque Aïdjo est parti du pouvoir, un peu contre son gré, j'ai déjà eu à vous expliquer ça ici, il s'est retrouvé en difficulté avec Paul Biya. Parce que quand il quitte le pouvoir, il annonce sa démission en 1982, le 4 novembre 1982, mais démission qui prend effet 2 jours plus tard, le 6 novembre. Paul Biya, à qui il a demandé de lui succéder, accepte de devenir président à la seule condition que Aïdjo conserve la présidence nationale du parti. Parce qu'il avait peur de la machine sécuritaire majoritairement constituée des gens du Nord qu'avait mis en place son prédécesseur. Et sa garantie, conseillée par Semengue, était que voilà, qu'Aïdjo reste président national du parti, le parti unique à l'époque,
l'Union nationale camerounaise, à partir des centres desquels est né le RDPC à Bamenda en 1985, pour les plus jeunes. Une fois que les deux hommes se sont fâchés, après plusieurs tentatives de coup d'État où l'ancien président voulait revenir, bien qu'étant en exil en France, la seule communication que Biya maintenait avec lui était, il lui demandait de lui remettre la présidence du parti, la présidence nationale du parti. Les deux hommes avaient un ami commun, Émile Derlin Zinsou, qui était l'ancien président du Dahomey, ancêtre du Bénin. Alors, celui-ci avait essayé de calmer les deux hommes. Il voulait instaurer un dialogue. Et Ahidjo lui avait dit, mais je suis venu en France me soigner. Dans la foulée, j'ai appris la mort de ma mère. Alors, Paul Biya, qui avait connu ma mère, quelles que soient nos différences politiques, je me serais attendu à ce que le premier courrier que je reçoive de lui, en africain, même s'il ne le pensait pas, qu'il demanda des nouvelles de ma maman, qu'il me présenta au moins ses condoléances et qu'il demande des nouvelles de ma santé. Je suis en France pour me soigner. Et il m'écrit, et la seule chose qui l'intéresse, il me demande de démissionner de la présidence du parti. Voilà ce que rapporte Émile Derlin Zinsou dans ses mémoires. Alors, l'ironie de l'histoire, c'est que Ahidjo va s'en ouvrir à Roland Dumas. Roland Dumas, qui était le ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand. L'ironie du sort, il va s'en charger à lui et il va demander que Roland Dumas puisse servir d'avocat auprès de Paul Biya. L'ironie du sort, c'est que c'est ce même Roland Dumas, en 1970, pardon, parce que Ernest Wandji a été exécuté en janvier 1971 à Bafoussam, mais le procès au terme duquel il a été condamné à mort a eu lieu en 1970. Alors, en 1970, François Mitterrand, qui était avocat de formation, qui avait un bureau d'avocat avec Roland Dumas, avait délégué au Cameroun quelqu'un pour défendre Ernest Wandji. Alors, cette même personne n'est jamais entrée au Cameroun parce que l'avion qu'il a amené à Douala, c'est le même avion qu'il a ramené en France. Et c'est là où les socialistes s'étaient jurés d'avoir la tête d'Ahidjo le jour qu'ils arrivèrent aux affaires. Alors, comme le destin a souvent de ses bégaiements, l'histoire a souvent des bégaiements et repasse plusieurs fois les plats, c'est à ce même Roland Dumas, alors ministre, qu'Ahidjo, en 1986, va demander de l'aide. Roland Dumas va l'envoyer voir un avocat qui est encore en place d'ailleurs. Et il va lui demander de l'aider, d'envoyer un avocat, d'envoyer cet avocat au Cameroun. Mais les autorités camerounaises ne vont pas lui donner le visa. Et quand l'avocat va voir Ahidjo pour lui dire, Monsieur le Président, voilà, on me refuse, les autorités camerounaises ont mis leur fin de non-recevoir à ce que je me rende au Cameroun, plaider en votre faveur, Ahidjo va dire, mais quelles sont ces histoires? Mais le Cameroun a quand même, sous ma présidence, le Cameroun a signé un traité de réciprocité d'entraide judiciaire ou juridique. L'avocat va lui faire remarquer que non, Monsieur le Président, à la condition que les autorités du Cameroun ou de la France acceptent. Ahidjo dit, mais non, ce n'était pas comme ça. Le gars lui montre les traités, et c'est bien écrit le président Ahidjo. Ahidjo va lui faire, voilà, oui, à l'époque, j'avais des opposants, et c'est pour ça que j'avais mis ces clauses. C'est-à-dire que les mesures qu'il avait mises en place pour nuire à ce qui était alors son opposition, va se retrouver appliquées contre lui. Et c'est exactement la même chose qui va se passer au niveau de la double nationalité. Au Cameroun, il n'y avait pas de problème avec la double nationalité. Mais lorsqu'en 1970, il y a eu l'élection présidentielle au Cameroun, Abel Eyinga, un grand écrivain, professeur intellectuel de Bolova, qui enseignait en France, il enseignait à la Sorbonne, mais il enseignait aussi dans des universités en Algérie. Il était candidat à l'élection présidentielle. Alors, pour s'être présenté contre Ahidjo, ça va lui valoir une peine de mort par contumace. C'est-à-dire, on l'a jugé à son absence et on l'a condamné à la peine de mort. Et pour faire bonne mesure, Ahidjo va sortir une loi interdisant la double nationalité. Et cette loi visait essentiellement Abel Eyinga et Mongo Betty, Alexandre Beyidi. Et ce qui va lui être appliqué à lui plus tard. Alors pour vous dire que quand vous crachez en l'air, vous le recevez en plein visage.
Quelqu'un me demande des nouvelles du professeur Kanto. Je vais en venir. On ne peut pas faire un programme comme celui-ci sans en venir au niveau du professeur Kanto. Mais je vous expliquais quelque chose l'autre jour. Nous sommes à un tournant historique de notre pays, la vie de notre pays. J'ai, le 26 octobre, j'ai ressorti ça, j'ai lancé une fatwa contre les artistes sardinards. Alors, par anti-sardinard, qu'est-ce que nous entendions? Au-delà du symbole de la sardine, c'était les artistes qui étaient allés à la soupe. C'est-à-dire que les artistes qui avaient... Parce que tout ça est parti de ce qui s'est passé en 2011. En 2011, alors qu'il y a eu le G20 qui a conduit les Marafas et tous les autres en prison, au motif de l'avion Albatros, les artistes camerounais sont allés en Vomeka supplier le président camerounais de se représenter. Évidemment, c'est quelque chose de très orchestré pour lui donner la caution au sein de la communauté internationale. Vous savez que tous les dictateurs ont peur d'une seule chose, ils ont peur de l'opinion publique des pays occidentaux, c'est-à-dire que les pays qui sont leurs bailleurs de fonds. Alors, vous vous rappelez très bien, ceux qui ont de la mémoire, qu'en 2011, on avait déjà vu des artistes qui s'étaient rendus massivement en Vomeka supplier le président, entre guillemets, pour qu'il se représente. Alors, après l'élection présidentielle du 7 octobre, où il nous était apparu que le professeur Kanto avait remporté le truc, compte tenu de ce que les chancelleries disaient, parce que lui, il avait fait faire des choses conseillées par Marafa, où il avait son logiciel. Mais il nous est apparu qu'il avait gagné l'élection. Et j'avais le 26 octobre. Si vous allez sur ma page, j'ai retrouvé cette fatwa que j'avais lancée dès le 26 octobre, où j'appelais, pas les Camerounais, mais j'appelais les amis congolais avec lesquels j'ai l'habitude de travailler dans le domaine artistique, parce qu'ils avaient déjà appliqué ça pour les artistes. Ça fait plus de 10 ans qu'aucun chanteur congolais ne s'est plus produit en Europe. Alors, m'inspirant de cela, j'avais lancé une fatwa contre tous les artistes qui avaient collaboré avec le régime qui opprime nos compatriotes, et j'avais dit qu'ils ne chanteraient plus au Royaume-Uni, qu'ils ne chanteraient plus en Allemagne, où j'ai des amis, et qu'ils ne chanteraient plus ni au Canada, ni aux États-Unis. Au Canada, j'avais fait appel à une amie qui s'appelle Patricia Mundio, qui fait dans le show business. Alors, j'ai ressorti cette fatwa-là. Si vous allez sur mon mur, vous allez voir. J'ai écrit, voilà ce que j'ai lancé le 26 octobre. La date hier. Alors, là, je suis habillé en chef traditionnel sur cette photo. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez me dire, mais vous lancez cette fatwa en tant que qui? Il se trouve que je fais dans le show business, entre autres casquettes. Ceux qui vivent en Europe et au Royaume-Uni me connaissent. Je fais des soirées gratuites. C'est-à-dire que mes soirées ne sont pas payantes. J'ai été le premier Africain à copier le concept de la fête en blanc. Pour la simple raison que Papa Wemba, qui était mon tuteur à Paris, père son âme, lorsque j'étais étudiant en France, nous avions trouvé du travail d'été. Kofi Olomide, qui était étudiant à Bordeaux, et moi-même, chez Eddie Barclay. Alors, si vous vivez en France, ou si vous vous intéressez aux questions du show business, Eddie Barclay habitait Saint-Tropez, et c'était le roi de la jet set. Et c'est lui qui avait créé le concept de la fête en blanc. Donc, nous travaillions là-bas comme des serveurs pour se faire un peu d'argent l'été. Venu en Angleterre, j'ai refait ce concept, dont beaucoup se sont inspirés maintenant. Mais la différence, c'est que moi, mes soirées étaient gratuites. Et lorsque Papa Wemba est décédé, je lui ai fait une fête où j'ai dépensé plus de 100 000 €. Vous pouvez voir, j'ai les DVD. Vous allez sur mon mur, vous allez voir. Tous les artistes africains, je les ai fait venir ici, ne gagnant absolument rien, je le faisais par patriotisme. Donc c'est sur cette base que dès le 26 octobre, j'ai lancé une fatwa contre eux. Ceux qui avaient collaboré avec le régime. Parce que nous plions en quatre pour les recevoir ici, pour les faciliter. Parce que vous savez bien qu'ils ne gagnent pas d'argent en vendant des disques. Leur argent, c'est dans les concerts. Mais évidemment, ça ne visait pas tous les artistes. Mais nous visions ceux qui avaient collaboré. C'était ça le but. Ce n'était pas autre chose. Il n'était pas question de persécuter les gens inutilement, etc. Et on avait dit que ceux qui faisaient amende favorable, etc. Voilà. C'était ça le but. Donc, si vous allez sur mon mur, vous allez voir. Donc, ça, c'est la parenthèse. Alors, pour revenir aux choses sérieuses. Quand il y a eu cette élection, je ne sais pas si vous avez regardé le match. Ceux d'entre vous qui ont regardé le match Cameroun-Argentine. Le Cameroun-Argentine en 1990. Le jour où le Cameroun
a battu l'Argentine de Maradona. L'Argentine champion du monde sortant. Alors ce jour, nous avions de l'argent. Nous étions en Italie. Peu avant le match, dans la journée même du match, ou le matin, aux environs de 8h, 9h, on a appris que le bus des Lions Indomptables avait été volé et qu'on avait volé tous les maillots. Alors que les Lions jouaient dans l'après-midi. Il y avait donc une femme dont j'avais fait la connaissance en Suède, une Camerounaise. Elle est née à Babadjou, mais elle a vécu à Santa du côté des anglophones. Alors, si vous avez fait des États-Unis, si vous vivez aux États-Unis, il y a une compagnie de bus qui s'appelle Greyhound. Alors, cette dame est actionnaire dans cette compagnie-là. Alors, lorsque Nelson Mandela a été libéré de prison en 90, le premier pays européen qu'il a visité, c'était la Suède. Pour la simple et bonne raison que Oliver Tambo, à ne pas confondre avec Thabo Mbeki. Oliver Tambo, qui était le patron de l'ANC, est résidé à Londres. Mais tombé malade, il avait peur de se soigner en Grande-Bretagne du fait de l'hostilité de Margaret Thatcher contre l'ANC. Donc par peur, il est allé se faire soigner en Suède, où je vivais alors. Alors quand Mandela vient là-bas pour rencontrer Oliver Tambo, les Africains font une délégation pour aller le rencontrer. Donc c'est à la faveur de cette rencontre que j'ai fait la connaissance de cette compatriote qui est une vieille militante, qui avait connu des gens comme Nkrumah, etc., qui vit aux États-Unis. Au lendemain de l'élection du 7 octobre, j'ai été contacté par elle. Elle me dit, voilà, si vous avez accès au professeur Kamto, dites-lui, il ne faut pas qu'il soit comme n'importe quel opposant qui a perdu une élection. Il faut qu'il fasse un contre-gouvernement, ce qu'on appelle, les Anglais appellent shadow cabinet. Un contre-gouvernement et qu'il fasse une investiture. Il ne sera pas physiquement là-bas parce qu'il ne peut pas le faire au Cameroun. Nous allons louer une salle dans une capitale européenne, même aux États-Unis, où Paris aura notre préférence, où le professeur Kamto va enregistrer une déclaration d'investiture pour marquer Paul Biya à la culotte, et on va faire écouter le truc. Et on a de l'argent pour ça. Alors, ce que je vous dis, tout à fait, vous pouvez le vérifier. J'en ai parlé à Brice Ninche, qui vit à Londres comme moi. Je lui ai dit, voilà ce que cette compatriote nous propose, etc., etc. Lui, il a contacté Albin Zonga. Nous sommes aux environs du 10 octobre. Il a contacté Albin Zonga, qui lui-même a contacté le professeur Kamto. Ça, c'est le compte rendu que me fait Brice Ninche. Il revient vers moi et me dit, voilà, le professeur Brice Ninche ne peut pas accepter de jouer à ces jeux. C'est un républicain qui est loyaliste. Il va plutôt faire recours devant le Conseil constitutionnel, etc. Mais dans la foulée, et la dame nous a prévenu, dans la foulée, elle a dit, nous allons prendre le pouvoir par la force. Mis au courant, le professeur Kamto va alerter les autorités pour leur dire, écoutez, il y a tant tentative de coup d'État, etc. Moi, je suis un républicain, je ne prends pas le pouvoir par la force. C'était du domaine public. Donc, il a refusé de faire cette investiture à titre symbolique. Il a refusé de créer le gouvernement d'opposition, toujours par loyauté républicaine. Vous pouvez contacter Brice Ninche, il va le vous dire. Parce que c'est à moi que la dame s'était adressée et je l'avais contacté. Il avait fait transmettre le message au professeur Kamto, qui avait décliné. Donc, voilà le contexte où tout ça est arrivé. Mais le professeur Kamto, quand il est arrivé en Angleterre en 2015, j'ai été contacté par un jeune homme, un entrepreneur camerounais qui s'appelle Alembe, que j'ai reçu ici dans les années 90, qui m'a dit, ben voilà, viens rencontrer le professeur Kamto. Voilà. Je lui ai dit, mais non, c'est encore un autre homme politique, comme les Frundu et tout cela, qui va servir de caution à Paul Biya, etc. Donc, je suis pas allé le rencontrer. C'est Christian Penda Ekoka, que j'ai connu dans une autre vie au Canada, qui m'écrit, il m'appelle d'ailleurs, et il me dit, mon petit, à l'époque, il travaillait à la présidence, je crois qu'il était conseiller technique à la présidence de la République, qui me dit, écoute, il faut que tu prennes,
il essaie de prendre attache avec le professeur Maurice Kamto. Voilà, il a quelque chose, c'est quelqu'un, il n'est pas comme ce que tu crois, etc. Mais je n'ai pas pu le croiser, mais il m'a envoyé le programme. Donc il y a un monsieur qui vient ici, on m'envoie le programme, j'ai lu le programme et je suis stupéfait. Je tombe des nues. Et je demande à Christian Penda Ekoka, je dis, mais il était où depuis? Avec un programme comme celui-là, mais pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas manifesté? Donc voilà comment je suis au courant du programme du professeur Kamto. Mais il y a autre chose qui va intervenir. Mon passeport camerounais était arrivé à expiration. Je vais dans l'ambassade du Cameroun pour le renouveler. On me demande une autre pièce justificative. Et je sors mon passeport français et ils disent que voilà, ils ne peuvent pas se servir de mon passeport français pour me renouveler mon passeport camerounais. Alors que, mais c'est donc j'en parle à Christian Penda Ekoka, qui en parle au professeur Kamto. Nous étions 3 dans ces cas de figure. Nous sommes restés ici un jour. Les gens de l'ambassade nous appellent. Instruction a été donnée depuis le Cameroun que nos passeports soient renouvelés. Il y avait un garçon que nous avons connu ici à l'ambassade qui venait de perdre sa femme. Un jeune garçon de quoi, 28 ans. Il va au travail, il revient, sa femme est enceinte, il revient, il la trouve morte. Les autorités camerounaises ne veulent pas lui délivrer de laisser passer pour ramener le corps de cette pauvre dame. Je fais parvenir le message à Christian Penda Ekoka qui contacte le professeur Maurice Kamto. À 15 h de l'après-midi, les gens de l'ambassade nous ont contacté que les formalités étaient réglées et que le corps pouvait aller au Cameroun, tout frais payé depuis le Cameroun. Donc voilà comment nous connaissons le professeur Maurice Kamto, que je n'ai jamais rencontré personnellement. Mais je ne suis pas bamileke, je vous ai dit, je suis du Nord, je suis de la Damawa. Mais on n'a pas élu le professeur Kamto parce qu'il est bamileke. Il n'a pas à s'excuser parce qu'il est bamileke. Il est camerounais. Comme on ne va pas demander à quelqu'un d'autre de s'excuser parce qu'il est bêtis ou etc. Il a un programme, ce que moi j'appelle un projet de société pour les Camerounais, qu'il a proposé à tous les Camerounais. Et la majorité a semblé se reconnaître là-dessus. Au terme de son arrestation, il a, depuis son lieu d'arrestation, donné une offre de dialogue. Il a fait une offre de dialogue au pouvoir. Alors, si on aime vraiment notre pays, pourquoi est-ce que, admettons que Kamto ait eu 14%, et qu'il soit arrivé deuxième, ça fait donc de lui le principal chef de l'opposition. Il peut quand même dialoguer avec le président, dans un État civilisé. S'ils ont un malentendu pour ce qui concerne les affaires de notre pays, on peut quand même s'asseoir et parler. Voilà, nous ne sommes pas des animaux. C'est-à-dire que personne n'a le monopole à lui tout seul de régler les problèmes du Cameroun. Nous sommes tous Camerounais autant que nous sommes. Et quand il s'agit des questions de notre pays, on peut s'asseoir. Et c'est pour ça que hier, j'écrivais sur mon mur, je disais, mais pourquoi est-ce que nous allons nous haïr? Parce que quand un bêtis va dire un Bassa a tout faux et moi j'ai raison, quand un Bamileke va dire que voilà, un Douala a tort, etc.